Bonjour à tous. Alors, je suis Ludovic. Comme vous, je suis confiné et j'en profite puisque Google organise ces petites sessions. Ça me donne l'opportunité de faire ce que j'aime le plus, à savoir parler des sujets data. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'A/B testing avec Google Optimize. Cette petite session. Juste un petit mot par rapport avant de démarrer la présentation. Juste pour bien tirer profit quelque part de cette session de formation, n'hésitez pas à poser des questions via le chat sur YouTube. On vous répondra en fait lors de moments dédiés à chaque fin de partie de la présentation. On va sélectionner quelques questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on essaiera voilà, de faire au mieux. Et puis à la fin en fait du webinaire, vous pourrez tout à fait vous inscrire sur un petit formulaire en ligne si vous voulez recevoir la présentation ou peut-être répondre à d'autres questions par la suite avec 55. Une petite chose, un petit disclaimer avant de démarrer. Cette vidéo, en fait, ces slides appartiennent à 55, donc on vous les présente, mais vous ne pouvez pas les récupérer, les modifier pour les utiliser à des fins commerciales. Vous ne pouvez pas revendre quelque part ces slides. De quoi on va parler? Comment ça va se découper? Déjà en introduction, on va juste je vais vous raconter un petit peu qui est 55 et vous expliquer qui je suis. Et puis je vous parlerai des principes de fonctionnement de l'A/B testing en général et plus particulièrement avec Optimize. Et puis on parlera de la définition des scénarios, comment on arrive à créer des scénarios d'A/B test qui sont pertinents, qui ont du sens. Ensuite, comment on les met en œuvre dans la solution, et puis comment on fait pour en tirer à la fin des apprentissages, donc de la valeur. Ici, juste une petite présentation de 55 quand même. 55, donc de Data Company, on est une entreprise qui existe depuis 10 ans et en fait, on accompagne les marques dans le développement de leur expérience digitale, donc pour avoir une expérience de marque la plus réussie possible. Et pour ça, notre spécialité à nous, c'est d'utiliser la data, la technologie pour réussir ce sujet. Donc c'est une conviction forte pour nous que c'est la data qui est le meilleur outil pour bien comprendre les comportements clients. Et à partir de ces données, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va aider nos clients à mettre en place une collecte, c'est-à-dire s'assurer qu'on rassemble bien les bonnes données avec le bon niveau de qualité. Et grâce à ça, on va pouvoir faire de l'amélioration des investissements publicitaires, donc être capable de mieux cibler sa publicité ou de mieux la travailler, en tout cas d'évaluer son efficacité et d'améliorer l'expérience client qui est un peu plus le sujet dont on parle aujourd'hui. Et puis bien sûr, pour faire tout ça, il faut une stratégie, c'est-à-dire il faut une organisation, il faut des cas d'usage définis, des outils pour les mettre en place. Où on travaille avec plus de 100 marques aujourd'hui en Europe et dans le monde. Là, on en a cité quelques-unes, effectivement, AXA, TF1, Renault, etc. Et moi, qu'est-ce que je fais chez 55? Moi, je suis responsable en fait de l'expertise sur tous les sujets analytics et CRO. CRO, c'est Conversion Rate Optimization. C'est bien le sujet dont on parle là avec l'A/B testing. Hein, ça fait partie du sujet pour travailler en fait l'expérience utilisateur et améliorer l'efficacité des sites web. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, qu'est-ce que c'est que l'A/B testing et finalement, mais comment ça fonctionne? Quel est le principe de fonctionnement de ce sujet? Déjà, l'A/B testing, c'est en réalité une logique, un protocole de mesure. Là-dessus, ce qui me semble important, et je voudrais faire un petit parallèle avec l'actualité, c'est de comprendre que c'est inspiré des logiques de tests laboratoires, donc des logiques scientifiques au départ, hein, l'A/B testing. Si on fait des modifications sur un site web à l'instant T, et puis qu'on regarde à l'instant T plus 1, donc plus tard, si voilà, avec une autre version de ce site, on a de meilleurs résultats, le problème, c'est qu'on amène beaucoup de biais, parce que entre l'instant T et l'instant T plus 1, il va se passer beaucoup de choses déjà en termes d'audience, c'est-à-dire les utilisateurs qui vont venir sur le site web seront pas les mêmes, parce que peut-être on n'aura pas les mêmes logiques d'investissement publicitaire, parce qu'on n'aura pas les mêmes campagnes de pub qui tourneront, parce qu'on n'aura pas la même chose, les mêmes offres chez les concurrents à ce moment-là. Donc si on veut comparer des choses comparables, on a bien besoin de le faire au même moment et de distribuer. Donc là, on a mis un petit schéma en fait pour vous expliquer comment ça se passe. Donc si j'ai un utilisateur 1 qui arrive sur mon site web,
eh bien, je peux lui présenter la version d'origine de mon site web, c'est-à-dire sans aucune modification, tel qu'il est, ce qu'on appelle la variante d'origine, ou alors je peux lui présenter une version un peu différente. Là, ce qu'on voit dans l'exemple, c'est que typiquement comment dire, le site, on voit qu'on a enlevé le petit bloc en haut avec les produits d'électroménager là, pour arriver directement au bloc sur les nouveaux produits. Donc, on peut avoir voilà, des versions alternatives quelque part du site web ou d'une application mobile, et on va mesurer l'efficacité de ces changements. Et comme vous pouvez le voir avec Optimize, en fait, cette mesure, les données, elles vont remonter dans Google Analytics. Analytics qu'on voit à droite, là, c'est l'outil qui va rassembler les données de résultats, donc les données de mesure du test. Si je dois faire le parallèle avec l'actualité, vous avez probablement entendu parler des tests laboratoires qui sont faits pour le coronavirus. Évidemment, il y a des débats sur certains tests. Alors, je ne vais surtout pas rentrer dans ces débats parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, mais il y a des débats sur le fait qu'il y a des tests qui sont menés, mais sans groupe témoin. C'est-à-dire que je ne compare pas avec des gens qui vont recevoir, par exemple, un placebo. Eh bien, l'A/B test, c'est bien ça. C'est-à-dire que je veux avoir mon site tel quel et mon site avec ma modification pour comprendre réellement les effets de cette modification et pas les effets d'autres choses, pas introduire des biais dans la mesure. Donc, c'est vraiment un protocole scientifique et c'est important de suivre ce protocole, de s'assurer que voilà, on rate pas des choses au travers du protocole. Donc, si je reviens sur le principe de l'A/B testing, plus précisément, il y a un petit peu de vocabulaire à apprendre autour de ça. On parle d'expériences, en fait, dans l'A/B testing, qui sont composées de variantes qu'on présente à des utilisateurs selon des règles de ciblage. Et on va voir que derrière, les utilisateurs vont avoir des comportements et on va comparer les comportements selon les versions du site qu'on a présentées. On va appeler ces comportements des conversions, généralement, familièrement. Et voilà comment ça se présente. En fait, l'expérience, c'est l'ensemble du protocole qu'on va suivre pour un cas donné, pour un cas d'usage quelque part. Cette expérience, elle est associée à un ciblage. Donc, par exemple, dans ce ciblage, je peux avoir dit, je veux que cette expérience, elle ait lieu sur telle page ou tel groupe de pages. Et je veux qu'elle soit réservée à mes utilisateurs qui sont sur un device mobile, par exemple, un smartphone. Au sein de cette expérience, sur la base de ce ciblage, on va pouvoir présenter différentes variantes, donc différentes versions du site. Donc là, ce qu'on vous a montré ici dans le schéma, c'est une version, vous voyez, avec des affichages qui sont un peu différents. On voit bien que c'est pas exactement la même présentation que l'on voit ici. Et puis pour chacune de ces variantes, en fait, on va associer une valeur de cookie pour distinguer en fait les variantes présentées aux utilisateurs. Et s'assurer aussi que si mon utilisateur revient sur la page, il a bien toujours la même variante qui lui est proposée. Éviter le fait que un coup j'ai un affichage, puis un coup j'en ai un autre, ce qui va perdre l'internaute, et c'est pas le but de l'A/B testing, puisque le but de l'A/B testing, c'est bien d'améliorer l'expérience. Donc on veut éviter de perdre les utilisateurs avec ce type de dispositif. Comment ça se passe un peu techniquement? Là, je vais rentrer dans des détails un peu plus tech ici, mais c'est pour bien comprendre les étapes voilà, des étapes de traitement qui ont lieu sur une page web, par exemple, avec Optimize. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, j'arrive sur ma page, du coup, mon navigateur charge la page. Quand il charge la page, il va lire en fait le code d'Optimize. Alors, il y a deux niveaux de code de Google Optimize. Le premier niveau de code, c'est un code qu'on appelle l'anti-flicker. Il n'est pas forcément en place sur tous les sites, on n'en a pas forcément besoin. Mais ce code, il va en fait masquer la page tant qu'on n'a pas chargé les éléments de code Optimize, en fait. C'est ça qu'il va faire. Alors, ça va durer quelques millisecondes. La plupart du temps, on ne le verra même pas qu'il y a eu ce petit code. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais charger le script Optimize, qui est un JavaScript dit asynchrone. Et la page, du coup, n'est plus masquée une fois que j'ai chargé ce script. Google Optimize va ensuite appliquer les règles de ciblage. Il va dire, tiens, est-ce que là, selon la page sur laquelle je suis, le type d'utilisateur, donc là, par exemple, mon exemple, c'était je suis sur la page qui s'appelle ma page,
et je suis sur un smartphone. Donc si voilà, je respecte ces conditions, dans ces cas-là, l'expérience, mon A/B test par exemple, est déclenchée. Ensuite, Optimize va calculer une petite valeur aléatoire. Il va dire, c'est comme si jetait un dé quelque part. Alors si j'ai 2 ou 3 variantes, par exemple, de ma page, ce sera un dé de 2, soit ce sera une pièce avec 2 faces, pile ou face, soit ce sera un dé à 4 faces si, par exemple, j'ai 4 variantes. Et à partir de cette valeur aléatoire, il va dire, tiens, cet utilisateur-là, il aura toujours la variante 1 ou la variante 2 ou la variante 3, etc. Il va poser le cookie qui s'appelle GA-exp dans le cadre de Google Optimize. Et ce cookie, il a une petite valeur qui dit, tiens, l'utilisateur, il a été exposé à cette expérience et à la variante, je ne sais pas, donc l'expérience qui s'appelle mon A/B test et ma variante 2, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Optimize va déclencher le code qui est associé, on va voir comment on crée ce code, mais qui est associé à la variante, c'est-à-dire le code qui effectue les modifications dans la page pour rendre l'affichage différent pour l'utilisateur. Et ensuite, on va bien afficher les modifications de cette page correspondant à la variante en question. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer à Google Analytics, donc ça c'est le marquage Google Analytics qui est à part, qui est à part de Google Optimize. On va envoyer à Google Analytics l'information que l'utilisateur a vu cette page, mais surtout qu'il a été exposé à cette expérience et dans cette expérience à cette variante-là en particulier. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mesurer justement tous les affichages d'expérience qu'ont eu les différents utilisateurs et être capable d'évaluer le nombre d'utilisateurs qui a vu chaque expérience, chaque variante. Alors, un petit point qui est important, c'est que vous voyez que si tout ça, ça prend beaucoup de temps, entre le moment du chargement de ma page, au moment où la page est plus masquée, et après, le moment où j'affiche mes modifications, si c'est lent, il va se passer ce qu'on appelle du flicker ou du clignotement en français. Le flicker, c'est quoi? C'est quand justement, je vais me retrouver avec une page qui va bouger. Donc, par exemple, j'ai ma page de départ, j'arrive, voilà, le site m'affiche ça, et puis hop, d'un seul coup, pof, ça rechange, et maintenant ça m'affiche ça, et mon élément disparaît. Vous avez probablement tous déjà assisté à ça sur un site web. C'est un peu perturbant, c'est pas très qualitatif comme expérience. Si tout simplement le site, l'interface du site bouge au fur et à mesure du temps. Donc évidemment l'effet de flickering ou de clignotement, il n'est pas du tout souhaitable. Donc il faut faire attention, pour revenir sur ma slide d'avant, à la façon dont on a mis en place le script d'Optimize, parce que ça a un impact direct sur l'efficacité de l'expérience. Donc voilà, le déploiement, il doit être fait proprement et le code des variantes, on le verra après aussi, il faut qu'il soit bien travaillé et pas trop lourd, parce que sinon, on va se retrouver avec des sites où, voilà, j'ai ça, pof, là maintenant j'ai ça. Bon, c'est un peu bizarre. On veut éviter cet effet-là. Donc voilà sur le principe de base du fonctionnement de l'A/B testing et de comment on déploie après un script d'A/B test sur un site web et les conséquences aussi de ce déploiement. Alors à ce stade, est-ce que vous avez quelques questions sur ce fonctionnement de base? Est-ce que c'est clair pour vous ce qu'on vient de voir? Je vais suivre vos questions. Alors, je vois qu'il y a quelques premières questions déjà. Alors, la première question, c'est effectivement, si je déploie Google Optimize, est-ce qu'il vaut mieux que je le déploie dans un tag management system? C'est cet outil qui permet de rassembler l'ensemble des tags des scripts quelque part qu'on va aller exécuter sur un site web, donc des bouts de code tiers en fait qu'on va vouloir mettre en place, ou est-ce que j'ai intérêt à le mettre ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire directement dans le code de la page? Alors, quand on fait du testing, j'expliquais, le problème, c'est l'ordre des éléments. Donc, si mon TMS, mon Tag Management System, ce fameux outil qui rassemble tous mes tags, cette boîte à tags, si elle est exécutée très très tard dans ma page, si finalement j'ai affiché la page et que j'attends très longtemps avant de le charger, évidemment, là, je vais avoir tout le temps mon fameux effet de clignotement. Ça va pas bien marcher. Donc, c'est important d'éviter cet effet-là. Donc, en ce sens-là, c'est pas idéal de déployer le tag dans un tag management system à cause de cet effet-là, parce qu'on risque de retarder
l'exécution du tag. Forcément, s'il est dans mon TMS, dans cet outil-là, eh bien, je vais attendre que mon TMS, lui, ait été chargé aussi. Donc, on va éviter de faire ça. Si on peut, on va le déployer en dur dans le code de la page et on va même préférer le déployer dans ce qu'on appelle le head, la balise head, qui est un élément qui est chargé avant d'afficher la page. Comment se fait la répartition des variantes versus les différentes cibles? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait de l'A/B test, ça c'est une question importante, il faut impérativement nos fameux groupes de contrôle, nos fameux groupes témoins dont je parlais avec mes tests laboratoires. Si je le fais pas de manière aléatoire, c'est-à-dire si j'affecte pas mes variantes de façon aléatoire à mes différents utilisateurs, eh bien je vais introduire des biais. Donc la répartition des variantes par rapport aux cibles, en réalité, elle est aléatoire. Parmi tous les utilisateurs qui répondent à mes règles de ciblage, donc par exemple, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, les utilisateurs mobiles, smartphones qui arriveraient sur la page qui s'appelle ma page, eh bien eux, ils rentreraient dans mon expérience. Et comme ils rentrent dans mon expérience, eh bien on va leur attribuer une des variantes, 1, 2, 3 ou 4, de façon aléatoire. Ça, c'est très important, cet aspect-là. L'alternative à ça, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. La personnalisation, ça consiste à dire un utilisateur A va toujours avoir la variante 1 parce que c'est un utilisateur smartphone, donc je vais toujours lui mettre la variante 1. Alors que s'il était desktop, je lui mettrais la variante 2. Ça, c'est pas ce dont on parle ici. Et ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que la personnalisation, ça a très peu de sens sans d'abord tester que les variantes que l'on a produites pour desktop, pour mobile, sont effectivement plus efficaces sur desktop et sur mobile. Et ça, la seule façon de le vérifier, c'est en faisant de l'A/B test. Si je le résume un peu simplement, j'exagère un peu le trait, mais on ne fait pas de personnalisation sans avoir d'abord A/B testé. La troisième question, c'était si le client enlève ses cookies, il peut avoir différentes variantes. Alors tout à fait. Si je vais aller supprimer dans mon navigateur mes cookies, eh bien je vais me retrouver avec une variante différente. Tout à fait. Si je change d'appareil ou de navigateur, par exemple, si je passe de Safari à Chrome ou à Firefox, eh bien évidemment, je vais avoir des variantes différentes puisque ça dépend du cookie. Le cookie, il est associé à mon navigateur. Et puis, pour utiliser Google Optimize, il faut obligatoirement des connaissances en développement informatique. Alors, oui et non, on va le voir tout à l'heure. Pour déployer le code sur le site, il faut évidemment aller coller le bout de code, si on veut le mettre en dur, dans les fichiers de code de son site, pardon. Mais on n'a pas forcément besoin de maîtriser l'ensemble des sujets. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ces premières questions. Je vais avancer un peu, je reviendrai peut-être sur les autres questions si on a un peu de temps. Je vais repartir dans la suite de la présentation. La deuxième partie, c'est comment définir mes scénarios d'A/B test et comment je fais pour que ces scénarios soient pertinents. Alors, cette partie-là, pour moi, elle est assez importante à mon sens parce que le risque que l'on a en A/B testing et le gros piège, c'est de se dire tiens, j'ai plein d'idées d'évolution de mon site là. Je trouve que ce bouton-là, il est pas beau, il est pas au bon endroit. Je trouve que mon menu il est mal fait, j'arrive pas à l'utiliser. Bon, d'accord, ok. Ces idées peuvent être pertinentes. Je suis pas en train de dire qu'elles ne le sont pas, mais par contre, le piège, c'est j'ai ma liste de courses, là, mon inventaire à l'après-vert d'idées, et puis je me fais un planning au doigt mouillé en disant tiens, ça m'a l'air plus important que ça. Donc je sors ma liste de tests dans l'ordre dans lequel je veux le faire. Donc je vais faire une espèce de roadmap, de feuille de route en français. Et malheureusement, le problème si on fait ça, c'est que bien souvent, on se retrouve, dans la plupart des cas d'ailleurs, on a fait plein de tests, on a dépensé plein d'énergie, plein de temps, on a fait travailler tout le monde. Et en fait, à la fin, on a des résultats très mitigés. On a peu d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps de définir pourquoi on faisait chaque test. Et un des points importants qu'on va voir tout à l'heure, c'est que surtout, on n'a pas évalué si les tests étaient faisables. On va voir que dans un paquet de cas, si on va trop vite dans la définition de son test, on va perdre un mois ou deux. Et puis au bout d'un mois ou deux, on va dire en fait, ça sert à rien. J'ai aucun résultat.
Donc j'ai perdu un mois ou deux à ne rien faire en fait, à ne rien produire. Alors heureusement, il y a des moyens de rattraper parfois ça, mais dans beaucoup de cas, en fait, on peut pas. Donc c'est très important de prendre le temps, à mon sens, de bien définir pourquoi on fait les tests et ce qu'on veut faire. Un petit mot d'ailleurs sur la démarche CRO. CRO, donc ça veut dire Conversion Rate Optimization, donc optimisation du taux de conversion en français, pardon. Et ce sujet, ce domaine-là, qui a donc rapport à l'expérience utilisateur, le principal intérêt, c'est pas juste de dire ah ben tiens, mon bouton il est un peu plus visible et du coup j'ai plus de clics dessus. Ça suffit pas. Quelque part, si on s'arrête là, on fait que la moitié du travail parce qu'en fait on ne retire pas toute la valeur de l'A/B testing. La valeur de l'A/B testing, elle est dans la compréhension des comportements des utilisateurs, de mieux connaître les utilisateurs et leurs attentes quelque part. Et du coup, si on connaît mieux ces utilisateurs, si on comprend mieux leurs attentes et comment ils réagissent au contenu qu'on leur propose, eh bien, on a des vrais leviers de performance pour améliorer l'expérience utilisateur, améliorer son site web. Pour faire ça, pour comprendre, eh bien, on va mesurer. Et justement, l'A/B test, je l'expliquais, c'est un protocole de mesure. Donc, c'est vraiment un élément, un ingrédient essentiel pour comprendre l'expérience utilisateur, pour répondre à la fameuse question pourquoi, mais pourquoi mon utilisateur, à l'étape 2 de mon formulaire, il s'arrête dans 90% des cas. Pourquoi? C'est bizarre, j'ai essayé d'améliorer les termes que j'emploie sur ce formulaire, j'ai essayé de changer l'ordre, je ne sais pas pourquoi. Ben, il faut que je fasse un A/B test pour expliquer quel élément a un impact finalement sur cet abandon dans mon formulaire. Donc je vais mesurer ça. Et puis, ce qui est important, c'est que un point qui m'est cher, c'est en fait quand on fait un premier test, on a des premiers apprentissages, mais qui sont encore un peu flous et souvent ça soulève d'autres questions en réalité. Et donc là où on va dégager le plus de valeur, c'est quand on va itérer, c'est-à-dire réutiliser le même test, mais avec un petit changement. C'est comme les tests laboratoires. Je m'aperçois que ma molécule, elle a un effet, mais j'ai pas tout compris. Et j'ai envie de lui ajouter un ingrédient. J'ai envie de changer un tout petit peu ma formule, légèrement sur un des aspects, pour voir si ça a un effet différent. Et donc l'itération, c'est vraiment ce qui va nous permettre de comprendre de façon beaucoup plus fine les comportements. Donc en ce sens-là, s'appuyer sur des tests déjà faits, aller au bout dans l'analyse de ces tests et itérer, c'est important. Et travailler dans des petites itérations, plutôt que de dire je fais des énormes tests où j'ai tout changé dans ma page. Là, j'ai fait une page qui n'a rien à voir avec l'original. Je ne vais pas être capable, si je fais trop de changements, de savoir quel changement est réellement efficace. Si ça se trouve, j'aurai les mêmes résultats, mais parce que j'ai changé un élément que les utilisateurs voulaient trouver et qu'ils ne trouvent plus, et j'en ai changé un autre dont ils sont contents, mais ils n'ont plus l'autre. Donc voilà, il faut comprendre les effets des différents changements. En ce sens, avant de se lancer dans la création de mon expérience, je ne vais pas directement aller dans l'interface de Google Optimize, allez hop, je crée mon expérience et mes variantes. Non, d'abord, avant de faire ça, on va se poser la question de pourquoi on fait le test. Qu'est-ce qu'on veut comprendre justement? Quels sont les intérêts de ce test? Et même avant ça, c'est quoi l'intérêt de mon site? Pourquoi j'ai un site? Pourquoi j'ai une application mobile? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que je veux fournir à mes utilisateurs comme expérience? Qu'est-ce qu'est la valeur ajoutée de l'expérience que je leur propose? Donc, l'exemple que j'ai mis là, c'en est un, mais il y en a évidemment des tonnes. Mais par exemple, si je suis un acteur du luxe, j'ai évidemment une expérience de boutique qui est absolument clé, mais j'ai ma vitrine, mon site web, et j'ai envie que mes utilisateurs ils retrouvent une expérience fluide, sans couture, entre mon site web et leur visite en boutique, par exemple. Donc ça nécessite des dispositifs, des fonctionnalités données, et puis de s'assurer que l'expérience est bien fluide, c'est-à-dire qu'elle est simple, etc. Donc justement, on comprend bien au travers de cet objectif que c'est au travers d'A/B tests qu'on pourra arriver à réussir cette expérience sans couture. Donc, poser les objectifs, ce qui est honnêtement assez difficile comme exercice, c'est essentiel pour ensuite dérouler la liste de tests en fonction de quelques objectifs. Souvent, sur un site, il n'y a pas un seul objectif. Il peut y en avoir 2 ou 3. Ensuite, ça c'est un point clé dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que une fois que j'ai mes objectifs, au lieu de dire je fais ma liste de courses, là, mon inventaire d'idées, avant ça, on va peut-être déjà aller regarder
quelles sont les fonctionnalités qui sont réellement utilisées sur mon site. Si j'ai une fonctionnalité qui a été utilisée par 2 utilisateurs dans les 30 derniers jours, je vais avoir du mal à apprendre de l'expérience de 2 utilisateurs. Donc, faire un A/B test sur cette fonctionnalité, ça sert à rien. En revanche, essayer de comprendre pourquoi il n'y a que 2 utilisateurs qui sont arrivés sur cette feature, ça c'est important. Donc, s'assurer de comprendre pourquoi finalement les gens ne la trouvent pas, pourquoi ils ne la voient pas ou pourquoi ils ne s'en servent pas. Ça, c'est une autre question qui est plus intéressante. Donc, comment on fait ça? On fait ça avec un outil de web analyse, par exemple, comme Google Analytics, ou on fait ça avec des outils d'analyse UX qui vont nous permettre de comprendre les comportements, en tout cas en partie. On ne pourra pas répondre parfaitement à la question pourquoi avec un outil de web analyse ou un outil d'analyse UX, mais on pourra quand même dégager des informations préparation à cet A/B test. Du coup, on va éliminer d'ailleurs des idées d'A/B test qui ne sont pas pertinentes. L'exemple phare, c'est le test qu'on veut faire à la dernière étape de son formulaire parce qu'on ne la trouve pas bien. Sauf qu'à la dernière étape du formulaire, il y a eu 10 utilisateurs dans les 30 derniers jours. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Déjà, il faut les amener là avant d'essayer d'améliorer les choses pour 10 personnes. 10 personnes, c'est tout petit comme échantillon, c'est pas du tout significatif. Donc ça, c'est vraiment important, cette phase d'analyse pour définir où sont les opportunités. Donc, par exemple, au final, c'est essentiellement sur la home page que j'ai un problème en réalité parce que mes utilisateurs arrivent en masse sur cette page et beaucoup s'en vont dès cette page-là. Donc j'ai intérêt à d'abord m'occuper de ça. Donc, pour prioriser quelque part, c'est important et puis dégager des véritables opportunités d'amélioration conséquentes. Changer la couleur d'un bouton, on ne va pas apprendre grand-chose de ça. Bon, les utilisateurs aiment mieux le vert que le rouge. Bon, admettons, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener grâce à cette information. Une fois que j'ai fait ces analyses, une fois que j'ai bien mes objectifs clairs, eh bien, je vais pouvoir définir des hypothèses d'expérience, ce qu'on appelle des scénarios de test, et je vais essayer d'évaluer la faisabilité de ces derniers. Qu'est-ce que ça veut dire la faisabilité? Ça veut dire plusieurs choses, mais déjà d'un point de vue technique, est-ce que je ne suis pas en train de faire une énorme modification dans ma page et le développeur qui est à côté de moi, il me dit ça c'est vraiment trop compliqué, il va me falloir 2 mois pour le développer. Ou bien, si on reprend l'exemple de la question de tout à l'heure, je ne suis pas développeur et moi je veux pouvoir le faire tout seul avec l'interface d'Optimize. Du coup, cette idée de test-là, malheureusement, je ne sais pas le faire, c'est trop compliqué sans coder. Donc, dans ce cas-là, ça, je ne vais pas pouvoir la faire. Et puis, l'autre élément de faisabilité qui est plus important encore, c'est la durée. Qu'est-ce que c'est la durée d'un test? Tout simplement, je citais le cas du nombre d'utilisateurs. Si j'ai trop peu d'utilisateurs sur la page que je veux modifier, qui répondent à mon critère de ciblage, donc tout à l'heure, les utilisateurs qui arrivent sur ma page et qui sont sur smartphone, si cette audience-là, ces utilisateurs-là, c'est tout petit, eh bien, le test va être très long. Donc, il y a des outils pour faire ça, en fait, pour mesurer en fait la durée d'un test. C'est un calcul statistique. Je vais dire combien d'utilisateurs répondent à mes critères de ciblage, donc qui doit voir le test sur quelle page, c'est ça que ça veut dire. Combien j'ai de conversions, c'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est ces fameux comportements de mes utilisateurs. Donc, un exemple de conversion, ça peut être là sur le site e-commerce 55 Labs, là, notre petit site de démonstration. Ça peut être la part des utilisateurs qui ont vu une fiche produit, par exemple. La part des utilisateurs qui ont quitté le site. Ça peut être ça. Voilà. Ça, c'est des indicateurs qu'on peut utiliser. Donc, des conversions ou des absences de conversion. Quitter le site, c'est évidemment, on pourrait le traduire en utilisateurs qui sont restés sur le site. Ça peut être ça aussi pour une conversion. Et en fonction de ces 2 chiffres-là, on va pouvoir calculer. Donc, on va regarder le passé. On est obligé de s'appuyer sur le passé pour évaluer ça. Et on va définir un gain potentiel en conversion. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai 10% de mes utilisateurs qui voient ma homepage et qui accèdent à une page produit. Je pense qu'avec le changement que je suis en train de faire, donc là, par exemple, je remonte mes produits dans la page, ils vont plus facilement cliquer sur ces produits. Et donc, je vais passer à 12%. Donc, je vais avoir un gain de 20%. On appelle ça un uplift familièrement en marketing. C'est évidemment le terme anglo-saxon.
Donc 20% d'uplift, par exemple, sur ce test. Donc si j'estime que je peux gagner 20% et que j'ai, je sais pas, 2000 utilisateurs qui voient ma homepage chaque semaine, et puis parmi ces 2000 utilisateurs, j'en ai donc aujourd'hui 10%, soit 200 qui voient une page produit après, eh bien, je peux calculer à partir de ces données-là la durée estimée de mon test. Donc, ça va prendre 15 jours, 20 jours, 30 jours, 60 jours. Ça, c'est un point très important parce que si on considère qu'une expérience qui dure plus de 60 jours chez 55, c'est une expérience qui va probablement péricliter, c'est-à-dire qu'on va probablement pas avoir de résultats. Et donc, on va pas la faire. On va plutôt l'éliminer au profit d'une expérience qui gagnerait un peu de temps. On peut d'ailleurs changer un peu les données du scénario en se disant, mais finalement, je vais regarder plutôt ces conversions-là, plutôt que d'aller chercher des conversions qui sont rares, par exemple. Je vais aller chercher des conversions en plus grand nombre. Et de ce fait, je vais pouvoir avoir une durée de test estimée plus courte. Pour poser l'ensemble des éléments de l'expérience dont je viens de parler, donc les objectifs, l'évaluation des opportunités par l'analyse, la durée prévue de mon test. Alors là, ici, je parle de KPI pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage marketing. KPI, c'est Key Performance Indicator. C'est mes fameuses conversions, en fait, hein, c'est ça. Donc, on va parler de KPI primaire ou secondaire. Retenez que ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs indicateurs sur un A/B test. Et le mieux, c'est d'avoir tout ça dans ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire juste un résumé. Donc là, je vous ai mis un exemple de résumé, par exemple, qui dit, bah voilà, je peux avoir un objectif qui est de proposer le bon parcours de souscription au bon utilisateur. Comme ça, je lui garantis une expérience simple, fluide, parce que je lui donne le bon parcours, celui qui l'attend. Je m'aperçois que parmi les utilisateurs qui consultent mes pages produits, je sais pas, je suis un assureur ou une banque, par exemple, eh bien, j'en ai que X% qui cliquent sur mon bouton souscrire en ligne. J'en ai un faible pourcentage. Donc, je me dis, ben, je peux faire mieux parce qu'en fait, je propose que le parcours de souscription en ligne, mais il y en a peut-être des utilisateurs qui veulent souscrire par téléphone ou qui veulent juste un devis, donc qui veulent juste connaître un peu le tarif pour déjà se faire une idée avant de rentrer dans la souscription. Donc, peut-être que si je propose des moyens indirects de souscription, ben, je pourrais simplifier le parcours et du coup créer davantage d'engouement pour mes produits. Du coup, mon scénario, ça peut être par exemple d'ajouter un bouton demander un devis, d'ajouter un bouton appeler. Mais on peut en imaginer plein hein, des scénarios. On pourrait se dire, bah, en fait, je vais d'abord tester souscrire en ligne, appeler. Ou alors, je vais changer ce qu'on appelle le wording, donc le phrasé, le texte de ces boutons-là. Je vais tester différents textes pour m'assurer de bien correspondre à l'attente de l'utilisateur. Et puis, vous voyez, ben voilà, selon les données que j'ai, de nombre d'utilisateurs qui vont lancer ce parcours cette page produit versus ceux qui lancent un parcours de souscription. Ça, c'est mon KPI primaire en l'occurrence. Et puis, je vais avoir des KPI secondaires, comme par exemple la part des utilisateurs qui ont appelé, la part des utilisateurs qui ont commencé un parcours de vie, la part des utilisateurs qui ont fini un parcours de vie, par exemple. Voilà, on peut avoir beaucoup d'indicateurs pour comprendre mieux les comportements utilisateurs. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie scénario qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle est un peu complexe et en même temps elle est essentielle et c'est là où il y a le plus de c'est là où il y a le plus de travail et on passe le plus de temps hein, pour être transparent. Bon, j'ai peut-être pas encore de questions. Je vais répondre à la question de tout à l'heure rapidement. Comment ce genre de cookie split pourrait être géré avec la fin des cookies tiers? Alors, il ne faut pas tout confondre. Le cookie Google Optimize, c'est bien un cookie premier ou first party en anglais, c'est-à-dire un cookie qui est associé au domaine du site sur lequel il est déposé. Hein, c'est ça que ça veut dire en simplifiant. Donc, ce n'est pas un cookie dit tiers, c'est-à-dire ce fameux cookie qui est bloqué par Safari, Firefox ou la dernière version de Edge. Donc, évidemment, ce cookie-là, il n'est pas bloqué. Hein, il n'y a pas de limite importante sur le dépôt de ce cookie. Par contre, évidemment, il faut faire attention avec les réglementations sur la durée de vie de ce cookie. En l'occurrence, pour l'A/B test, les recommandations de la CNIL sont assez transparentes, assez explicites, sur le sujet. Ils considèrent que l'A/B testing, c'est un outil qui ne nécessite pas, enfin, c'est une démarche, qui ne nécessite pas forcément de consentement de l'utilisateur pour déposer le cookie lié à l'A/B testing.
Je parle bien du cookie lié à l'A/B testing. Je ne parle pas, en l'occurrence, du cookie lié à l'analytics, donc Google Analytics. Donc voilà, il y a quand même cette notion du consentement en France en particulier, en Angleterre aussi, qu'il faut avoir en tête, en Allemagne, enfin dans toute l'Europe aujourd'hui d'ailleurs, pour quand on met en place ces outils. Donc en l'occurrence, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'énorme biais. Le seul détail, c'est Safari qui limite en fait la durée de ses cookies à 7 jours. Les cookies premiers sur Safari, voilà, ils ne durent que 7 jours. Donc si un utilisateur revient plus de 7 jours après, eh bien il peut voir une autre version, voilà, une autre variante. Je vais revenir dans la présentation. Ah, sauf si, attendez, il y a une petite question, j'apprends rapidement. Est-ce que vous conseillez un outil qui permet de faire les calculs statistiques facilement? Alors, non, on ne conseille pas forcément directement un outil. Nous, on en a aussi en interne. Il y en a sur le marché et quelque part, il y en a qui sont proposés par les différentes solutions d'A/B test. Donc, en gros, si je devais vous recommander un outil, moi, je vous recommanderais plutôt l'outil que nous, on utilise chez 55 et qu'on peut vous passer. Mais en revanche, pas forcément celui directement d'une solution. Je reviens à ma présentation et maintenant on va aller rentrer dans l'interface quand même d'Optimize pour voir comment ça se déroule tout ça. La première chose, c'est que déjà Optimize, il y a une petite architecture quelque part dans l'organisation. Donc là, je vous ai montré le cas d'un compte 360, hein, c'est-à-dire la version premium d'Optimize, la version payante d'Optimize. Donc en fait, il y a des logiques de compte comme sur Google Analytics ou plutôt comme sous Google Tag Manager, hein, ça ressemble plutôt à cet outil, à ce fameux Tag Management System. Vous avez un compte et vous avez des containers, exactement comme sous Optimize, sous GTM, excusez-moi, donc Google Tag Manager, et vous voyez d'ailleurs qu'il s'appelle GTM quelque chose, ces containers. Parce qu'au départ, Google a repris des éléments de structure de Google Tag Manager pour construire Optimize. Donc voilà, on voit ici que vous avez ce petit logo 360 en face des containers qui sont éligibles à la fameuse version Enterprise de Google Optimize. Une fois que j'ai dit ça, maintenant rentrons dans l'interface et créons une expérience. Donc si je rentre dans un container, hein, si je clique sur un des containers qui est là, ben, je vais retrouver cette interface et je vais pouvoir créer une expérience. Quand je crée une expérience, je peux lui donner un nom. Il faut que je lui donne un nom qui soit facile à retenir, clair pour toutes les parties prenantes. Donc idéalement, on va donner un ID parce qu'on va probablement mener plusieurs A/B tests. Donc on va lui donner un petit identifiant. On va dire, là, je l'ai appelé moi CRO01 par exemple. Et puis je vais lui donner un nom compréhensible, par exemple Carousel Homepage, puisque justement j'ai touché à mon carousel de ma page, de ma homepage. Et puis je vais préciser d'abord l'URL qui correspond à la page d'éditeur. C'est quoi la page d'édition, pardon? C'est la page qui va servir de modèle pour toutes mes modifications, pour mes variantes, pour construire mes variantes. Donc par exemple ici, là j'ai mis l'URL, l'adresse de ma homepage de e-commerce55labs.com. Comme ça, c'est bien cette page-là que je veux modifier en l'occurrence. Donc c'est un modèle. Si notre A/B test, par exemple, il a lieu sur, je sais pas, toutes les pages produits de mon site, ben, je vais choisir une des pages produits comme modèle pour faire mes modifications. Et puis là, j'ai choisi le protocole test AB. Vous voyez qu'il y a d'autres protocoles. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Donc, comment se présente la page expérience? Ben, je vais retrouver le nom de l'expérience que j'ai donné ici. Le protocole correspondant, hein, c'est un test AB ici. J'ai un statut, là je suis au statut de brouillon, hein, j'ai pas encore démarré mon test, hein, il est encore en draft. Je retrouve les étapes de création, je vais revenir dessus. Et puis là, j'ai les variantes. Donc ça, c'est le haut de ma page expérience. La page d'édition, vous la retrouvez ici. Hein, je peux la modifier hein, si j'ai besoin. Et puis, j'ai mon petit bouton de lancement ici si je veux démarrer mon expérience. Donc, vous voyez qu'il y a un petit workflow, hein, une petite suite d'étapes qui est proposée par Google. Vous avez l'étape de création des variantes. Donc, une fois que j'ai créé mon expérience, bah là, je vais définir quelles sont les différentes versions de ma page que je vais vouloir présenter, donc ce qu'on appelle des variantes. Ensuite, je vais choisir mes règles de ciblage, hein, donc qui doit voir mon test, sur quelle page. Je vais l'associer à Google Analytics pour pouvoir retrouver mes données. Hein. Vous vous souvenez que c'est Google Analytics qui collecte les informations des interactions des utilisateurs. Et puis, je vais définir les objectifs. Les objectifs, c'est ma fameuse conversion hein, que je vais suivre, les fameux comportements de mes utilisateurs que j'ai envie de suivre. Voilà la logique. Donc, rentrons dans le détail. Maintenant, je vais créer une variante. Donc, j'ajoute une variante, je lui donne un nom.
Pareil, j'essaie de lui donner un nom qui soit un peu clair et qui veuille dire quelque chose, parce que sinon j'aurais du mal à lire mes résultats. Et là, je vais rentrer, lorsque je crée ma variante, si je fais OK, je vais arriver sur ce petit éditeur qu'on appelle un éditeur WYSIWYG. Ça veut dire What you see is what you get. En gros, c'est un éditeur visuel, hein, tout simplement. Cet éditeur, donc là, je peux sélectionner différentes variantes hein, à cet endroit-là. Si je veux créer une deuxième variante, une troisième, une quatrième variante, donc B, C, D, E, F, je ne sais pas, par exemple, je peux le faire à cet endroit-là. Je peux aller sélectionner des types d'écrans différents. Donc ici, là, je suis sur standard, c'est-à-dire un desktop, hein, probablement. Je peux aller chercher un smartphone comme l'iPhone, un Samsung, etc., un modèle particulier pour pouvoir avoir un affichage qui corresponde à ce que les utilisateurs vont voir. Et d'ailleurs, je peux avoir des différences d'affichage entre les différents types d'écrans, types de device. Et donc, comme j'ai des différences, il faut bien que j'adapte mes variantes à ces différences si je cible tous mes utilisateurs sur tous les devices. Voilà. Donc ça, c'est important. Ici, j'ai des blocs HTML. Hein. Donc les blocs HTML, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les éléments, les petits bouts de blocs que vous pouvez trouver sur un site. Hein. Là, j'ai mon logo 55. Là, j'ai deux petites têtières. Là, j'ai mon élément de carrousel, j'ai mon bloc New Product, j'ai mon menu, etc. Tout ça, c'est des blocs HTML. Donc, je peux sélectionner ces blocs HTML. Donc là, j'ai sélectionné, par exemple, cette image-là. Et vous voyez que du coup, à côté apparaît ce petit éditeur qui permet de changer le style, en gros, le texte qui est affiché. Donc, par exemple, je pourrais changer mon New Product ici et lui mettre un autre nom. Je peux changer éventuellement, vous voyez que j'ai la source là qui est l'URL de l'image en question, hein, l'adresse de l'image. Je pourrais changer et mettre une autre image, par exemple. Voilà, donc je peux modifier un certain nombre d'éléments de style directement dans l'interface d'Optimize sans développer du code. Donc je peux quand même faire des modifications basiques de type texte, style. Je peux masquer des éléments. Donc, par exemple, là, l'exemple que je vous montrais où je masque ce bloc-là, là, cette partie carrousel là, au profit du bloc qui est en dessous. Ça, j'ai pas besoin d'être un développeur pour faire ça. Optimize me permet de le faire assez facilement. Si je veux mettre des textes alternatifs sur des boutons, sur des en-têtes de pages, c'est complètement faisable sans être un développeur avec Optimize. Mais dans un paquet de cas, d'ailleurs j'ai la liste des modifications que je peux retrouver ici. Hein. Si je sais plus ce que j'ai modifié, si je veux consulter ce qui a été modifié, je peux aller la voir. Mais si je veux faire des modifications structurantes, par exemple complètement réorganiser mes blocs dans ma page, par exemple déployer une petite pop-in, donc une petite fenêtre qui s'ouvre après quelques secondes, etc. Donc avoir des choses un petit peu plus complexes. Dans ce cas-là, je vais avoir recours à du code. Dans la majorité des cas, on veut faire des modifications un peu plus structurantes de ces pages. Donc on veut essayer de tester des changements un peu plus conséquents parce qu'on a envie d'en apprendre plus sur le comportement des utilisateurs. Et donc on a recours à du code. Donc là, on peut aller modifier directement le code CSS, par exemple. Évidemment, on peut modifier la CSS, le HTML, le JavaScript au travers de l'éditeur Optimize. Vous retrouvez là-haut le petit fil d'Ariane des blocs. Ça peut être utile. C'est toute la hiérarchie pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'intégration. C'est la hiérarchie des balises de mon site que je peux retrouver là. C'est assez utile pour travailler quand on veut faire des modifications, par exemple, je sais pas moi, tous les blocs produits dans une liste de produits, par exemple. Voilà. C'est bien utile. Une fois que j'ai créé ma variante, vous vous souvenez que voilà, il y a une logique d'attribution aléatoire de mes variantes. C'est-à-dire que je jette mon dé là où je lance ma pièce de monnaie si j'ai que 2 variantes et je dis toi l'utilisateur 1, tu auras la variante A. Toi l'utilisateur 2, tu auras la variante B. Toi l'utilisateur 3, tu auras la variante A aussi. Tiens, pardon, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est évidemment un aléatoire qui va définir ça. Mais cet aléatoire, on peut définir une logique d'allocation de trafic ou de pondération, c'est comme ça que ça s'appelle dans Google Optimize. C'est-à-dire que je peux tout à fait dire, là, en l'occurrence, dans mon exemple, je disais 25% des utilisateurs verront l'origine, 25% la 1, 25% la 2, 25% la 3. Et puis, j'ai mon cookie là qui permet d'assurer que mon utilisateur, s'il est tombé à un moment donné là-dedans, il verra toujours cette version-là. La pondération, on peut la changer dans Optimize. Il y a une petite interface qui permet de la personnaliser. Si par exemple,
vous avez peur de prendre des risques avec les modifications que vous opérez et vous préférez limiter le pourcentage des utilisateurs qui vont voir votre variante parce que vous n'êtes pas sûr de votre coût, vous voulez vous assurer de pas trop dégrader l'expérience. C'est un test un peu gonflé, voilà, vous voulez être sûr que ça va aller. Dans ce cas-là, vous pouvez personnaliser cette pondération. Mais il y a une chose à dire, c'est que vous vous souvenez du calcul de la durée tout à l'heure. Ce calcul de la durée, il est lié à la répartition des utilisateurs entre vos différentes variantes. Si vous avez moins d'utilisateurs sur une des variantes, eh ben, il va falloir plus de temps pour avoir suffisamment de données. Hein, c'est comme quand on fait une enquête avec un petit questionnaire, là, une étude de marché. Évidemment, si je veux tester 2 questionnaires différents et que le premier questionnaire, je l'ai donné à 10 personnes, l'autre à 2500, bon, bah, évidemment, mes 10 personnes, ça ne va pas me dire grand-chose. Hein, je vais avoir du mal à interpréter ces résultats. Et bien, c'est le même principe. Il faut bien avoir en tête que si vous changez cette logique de pondération, ben vous allez vous retrouver avec des tests qui vont durer plus longtemps. Bon, après, on arrive à la phase, une fois que j'ai créé mes variantes, une fois que j'ai défini éventuellement une pondération personnalisée si nécessaire, sinon par défaut, ce sera égal entre toutes les variantes. Ce sera, dans mon exemple, hein, tout à l'heure, pardon, c'était 25% partout. Une fois que j'ai ça, ben, évidemment, je vais quand même vérifier, avant de publier mon expérience, ben, je vais vérifier que les variantes que j'ai faites, elles marchent bien. Que mon site, il fonctionne toujours avec ça et que j'ai pas des pépins. Je peux avoir un pépin d'ailleurs sur un navigateur donné, pas sur un autre. Je peux avoir un pépin sur un type d'écran et pas un autre. Donc, j'ai besoin de faire une recette. Pour la recette, il y a trois possibilités dans Optimize. Généralement, d'ailleurs, on va en utiliser plusieurs parce qu'elles n'ont pas exactement les mêmes, elles n'adressent pas les mêmes besoins. La première possibilité, c'est l'aperçu par type d'appareil. Donc vous voyez, vous avez aperçu sur le web qui est en fait l'aperçu sur desktop, hein, donc sur un ordinateur comme celui sur lequel je suis là, qui est un laptop, ou alors une tablette ou un smartphone. Donc cet aperçu, il permet d'aller voir pour cette variante-là, il va simuler l'affichage. Hein, vous voyez là dans mon exemple, ici je l'ai simulé sur mobile, hein, tout simplement. Voilà comment s'afficherait l'expérience sur mobile. Donc comme ça, vous voyez la page se charger, vous voyez que normalement votre variante s'affiche proprement ou pas, et du coup ça vous permet d'ajuster, hein, de revoir le code ou les modifications que vous avez fait dans le fameux éditeur WYSIWYG, hein, l'éditeur visuel, pour être capable de valider que tout va bien. Alors l'inconvénient de cette feature-là, c'est que vous voyez que cette fonctionnalité elle ne s'applique que sous Chrome. Donc ça veut dire que je ne peux pas tester les différents navigateurs. Donc elle est très bien pour vérifier rapidement que ce qu'on a fait c'est déjà cohérent, que ça fonctionne sous Chrome. Si je veux aller tester sous d'autres navigateurs, là je vais utiliser plutôt le partage d'aperçu. Le partage d'aperçu, il permet tout simplement de générer une petite URL, vous l'envoyez à n'importe qui, il charge l'URL, ça dépose un petit cookie qui va forcer l'affichage de l'expérience. Donc tout simplement, obligatoirement, quand vous allez charger cette URL, si vous cliquez là, vous voyez, il vous affiche ce petit écran-là, votre navigateur est passé en mode aperçu. Là, vous pouvez aller regarder l'expérience, voir comment elle s'affiche, enfin la variante pour être précis, excusez-moi, comment la variante va s'afficher dans le navigateur qui a été choisi par l'utilisateur qui utilise votre lien. Donc c'est pratique pour partager le lien. Par exemple, si je suis développeur, je vais partager ce lien-là aux personnes du métier qui ont défini les contours de mon test pour qu'ils valident tout ça. Le troisième mode de recette, c'est le mode debug. Le mode debug, il va permettre de vérifier le bon déclenchement de l'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voudrais m'assurer que mon expérience ne se déclenche pas sur les bonnes pages pour les bons utilisateurs. C'est une étape de recette qui est déterminante, voire indispensable, parce qu'en fait, vous pouvez tout casser sur un site si votre ciblage, hein, vos règles de ciblage, elles sont mal définies. Donc ça permet de vérifier que votre expérience, par exemple, elle ne se déclenche pas sur toutes les pages de votre site, au lieu de juste cette page produit, par exemple. Ça, c'est un peu essentiel si vous voulez éviter d'avoir, d'une part, des données complètement faussées dans votre test, parce que si votre expérience, elle se déclenche partout, ça veut dire que vous allez compter tous les utilisateurs de votre site au lieu de ceux qui ont réellement été exposés à vos variantes. Et donc là, en fait, c'est complètement faux. Hein. Votre dénominateur, votre compteur d'utilisateurs en total, il sera faux. Et le deuxième problème, surtout, c'est que si ça se trouve, ça va casser des pages de votre site où les modifications ne devraient pas être exécutées. Donc ça, c'est très important. Parlons maintenant du ciblage, justement.
puisque je vous disais que le ciblage, il faut impérativement le vérifier à la recette, ça vaut le coup de se focaliser un tout petit peu sur ce qu'on peut faire avec. Donc le premier type de ciblage dans Optimize, c'est ce qu'on appelle les pages ciblées. Vous voyez qu'ici, ça s'appelle comme ça l'interface. Et après, vous avez les audiences. Les pages, vous pouvez stipuler en fait des URL. Vous pouvez utiliser la structure d'URL. Donc là, j'ai utilisé une expression régulière, par exemple, pour délimiter que je voulais ma home page et éventuellement des paramètres d'URL. Vous voyez des petits paramètres en point d'interrogation après. Voilà. Bon. On peut utiliser des expressions régulières. On peut utiliser un contient commence par, il y a plein de règles. Et puis, vous voyez, vous avez un petit outil pour valider que vous n'êtes pas trompé. Là, on voit bien que ça marche pour le domaine, enfin, l'URL de ma homepage, et ça marche pour l'URL de la homepage avec des paramètres. Vous voyez que là, en l'occurrence, sont pour ceux qui connaissent Google Analytics, ce sont des paramètres de tracking Google Analytics. Ensuite, il y a une petite subtilité, c'est un peu avancé, mais pour ceux qui utilisent des SPA, des Single Page Application, si vous voulez un exemple, vous pouvez aller sur Renault.fr, par exemple. Le site de Renault, c'est une SPA. C'est des sites où vous n'avez qu'une seule page, vous n'avez qu'un seul chargement de page, et puis vous avez tous vos contenus quand vous cliquez qui s'affichent dans cette même page en fait. Donc, dans ce cas-là, vous devez utiliser cette fonctionnalité qui s'appelle l'événement d'activation. Et vous allez devoir, pour le coup, faire une intégration spécifique, faire par vos développeurs une intégration spécifique là-dessus. Les audiences maintenant. Alors, les audiences, ça permet d'utiliser énormément, vous voyez, il y a beaucoup plus de règles de ciblage que pour les pages. Énormément d'éléments comme un ciblage géographique, par exemple, des ciblages liés à des comportements. Donc, par exemple, j'ai un utilisateur qui était avant sur ma homepage, qui arrive sur ma page produit. Je veux cibler uniquement ces utilisateurs-là. J'ai un utilisateur qui vient d'une campagne média spécifique. J'ai un utilisateur qui est, je ne sais pas, en Californie. J'ai un utilisateur qui est confiné ou qui ne l'est pas, par exemple. Je peux utiliser aussi des éléments avancés comme des variables JavaScript, des cookies premiers, ce qu'ils appellent les cookies propriétaires, c'est des cookies premiers. Voilà, on peut faire ça. Le problème, c'est que ces éléments, pour pouvoir les cibler, il faut bien qu'ils soient disponibles au moment où la page est chargée. Ça, c'est le point le plus important à garder en tête. C'est que si vous ciblez, je ne sais pas moi, un comportement a vu telle page, mais cette information elle n'est pas disponible au moment où je charge la page sur laquelle mon expérience est déclenchée, je ne peux pas cibler ce comportement-là, c'est pas possible. Il faut bien que j'ai l'information. Ça, c'est pas évident. Après, on peut utiliser des ciblages très avancés avec du code en codant sur son site des éléments et on va déposer un cookie, on va lire le contenu de ce cookie dans Optimize pour déclencher le test pour ces cas très très particuliers, très avancés. Et puis Google propose des ciblages qui sont vraiment intéressants avec Google Ads. Donc ça, c'est une fonctionnalité de Google Optimize gratuit. Je peux aller cibler sur la base d'un mot-clé tapé, donc PHP plutôt, d'un ad group, d'une campagne dans Google Ads par exemple. Je peux aussi cibler sur la base des audiences Google Analytics. Ça, c'est une fonctionnalité d'Optimize 360 pour l'instant. Donc c'est la version Enterprise. Par contre, ça, c'est pas des audiences, elles ne sont pas disponibles en temps réel. C'est-à-dire que si vous faites votre audience dans Google Analytics, pour ceux qui connaissent, elle ne va pas être disponible en temps réel tout de suite au moment où l'utilisateur répond aux conditions de votre audience dans Optimize. Donc ce sera probablement pour la visite suivante de l'utilisateur que je pourrai utiliser cette audience. Donc là, je vous ai mis un exemple sur le ciblage d'une campagne média. J'ai ma campagne qui s'appelle ma campagne display produit. Je peux utiliser ça comme ciblage. Et du coup, dès que j'aurai mon petit paramètre UTM campaign, vous connaissez probablement pour ceux qui utilisent Google Analytics, qui a cette valeur-là, et bien hop, mes utilisateurs seront exposés à l'expérience. Ensuite, il y a toute la notion des conversions, des objectifs dont je vous parlais. Donc, sous Optimize, comme je vous le disais, Optimize s'appuie sur Google Analytics, donc sur les données qu'on va trouver dans GA, pour les intimes. Dans GA, vous avez des données déjà système, du type le nombre de pages vues, là c'est ce que j'ai mis ici, vous avez la durée de la session, etc., le nombre de transactions. Et puis vous avez les goals, ou les objectifs en français, dans Google Analytics, et vous pouvez utiliser les objectifs Google Analytics comme résultat, ou alors vous pouvez utiliser un objectif personnalisé, donc par exemple sous la base d'événements GA. Donc c'est toujours basé sur les données GA, mais sur la vue d'une page particulière ou un événement qui a, là en l'occurrence j'ai utilisé l'event catégorie pour ceux qui connaissent, qui commence par configurateur par exemple. Voilà. Donc je peux utiliser ce type
d'objectifs personnalisés. Juste un petit mot sur les différents protocoles. Je vous ai beaucoup parlé du protocole test AB. Vous avez aussi le cas du test multivarié. Le multivarié, c'est lorsque vous avez, par exemple, des combinaisons différentes que vous voulez tester. Imaginons que vous avez changé le layout, donc la présentation des éléments, l'ordre de présentation des éléments, mais vous avez aussi changé, vous voulez savoir si c'est l'ordre de présentation qui joue ou les textes. Est-ce que c'est parce que la façon dont je nomme mes différents call to action, hein, mes différents boutons, et l'ordre dans lequel je les mets, qu'est-ce qui joue finalement sur le comportement de l'utilisateur? Donc le multivarié, il permet en fait de dire j'ai une variante, ou j'ai des variantes plutôt basées sur le texte, j'ai des variantes basées sur la position de mes boutons, d'accord? Et là, je vais faire un test qui va tester toutes les combinaisons. Évidemment, si je teste toutes les combinaisons, je vais être capable de dire en fait c'est cette combinaison-là qui est la meilleure et c'est plutôt le texte qui joue ou plutôt la position du bouton qui joue. Donc ça, c'est très intéressant comme test. Le gros problème, c'est que vous êtes d'accord que du coup, ça fait beaucoup de variantes différentes, beaucoup de combinaisons en fait, beaucoup de possibilités à montrer aux utilisateurs. Et comme je vous le disais, si j'ai peu d'utilisateurs dans chaque variante, hein, si je me retrouve avec un nombre petit d'utilisateurs, mon test va être plus long. Donc la nuance du test multivarié, c'est ça, c'est que ça risque de prendre plus de temps et quand on évalue la durée du test, il faut en tenir compte. Il faut compter le nombre de combinaisons pour évaluer la durée du test. By the way, à propos de ça, il y a une petite fonctionnalité qui s'appelle le bandit multibras. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un outil qui permet, grâce à du machine learning, qui est intelligent et qui en fait truque la répartition des utilisateurs dans les variantes. Au lieu de le faire de façon égale entre les utilisateurs, au fur et à mesure du temps, il va rajouter des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs qui vont arriver, plus dans une variante, plus dans une autre. Et il va être capable, grâce à cet algorithme de machine learning, d'apprendre beaucoup plus vite, d'éliminer en fait des combinaisons beaucoup plus vite et de dire finalement celles-là elles sont vraiment pas pertinentes, je vais me focaliser sur celles-ci. Et du coup, on règle grâce à cette mesure statistique, on règle le problème de la durée des tests multivariés. Le test multipage, c'est tout simplement quand vous avez en fait un comportement, une expérience qui doit se dérouler sur plusieurs pages. Par exemple, vous voulez optimiser un tunnel de conversion, donc il y a plusieurs URL, plusieurs pages, et vous avez un élément différent à changer sur chaque page. Voilà, et vous voulez que ce soit cohérent pour l'utilisateur. Donc, vous avez le test multipage. Dans Optimize, c'est le petit ajouter une page que vous avez dans le test AB. Il n'y a pas un protocole multipage, il y a AB avec ajouter une page. Puis le test de redirection, c'est tout simplement de dire je veux présenter une URL ou une autre à mon utilisateur. Donc là, j'ai un utilisateur qui arrive sur une page et j'ai une page alternative à cette page, je peux tout simplement rediriger ou non. Donc c'est ma variante, c'est ma redirection, ma nouvelle page, où je reste sur cette page-là et du coup je suis sur la variante d'origine. Alors, est-ce que vous avez quelques questions là-dessus, sachant qu'on n'a plus beaucoup de temps, avant de parler un tout petit peu des apprentissages? Alors, juste répondre très très rapidement à la question sur Google Chrome arrête les cookies. Non, ce que Google a dit, c'est pas qu'ils arrêtaient les cookies, c'est qu'ils arrêtaient les cookies publicitaires, donc les fameux cookies tiers dont je parlais. Donc non, Google n'a pas dit, et Chrome non plus, qu'ils arrêteraient qu'ils arrêteraient les cookies. Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut savoir que sans les cookies, il n'y a aucun site web qui marcherait, ou très très peu. Enfin, c'est anecdotique. C'est quasiment impossible de faire fonctionner un site web sans cookies aujourd'hui. D'ailleurs, il faut préciser, il y a des cookies, ce qu'on appelle les cookies serveurs, des cookies clients. Là, je parle bien des cookies clients et encore une fois, on en a besoin. Est-il possible d'afficher des variantes par type d'audience? Donc ça, j'y ai répondu tout à l'heure. Évidemment, ça, c'est le cas de la personnalisation et effectivement, on va d'abord faire de l'A/B test avant de faire de la personnalisation. Je vais en prendre une dernière question et après je vais repartir. Est-ce que Google Optimize cohabite bien avec tous les CMS, par exemple HubSpot? Alors oui, tout à fait, on peut déployer Optimize sur l'ensemble des CMS. Après, il faut regarder effectivement s'il n'y a pas des librairies, des bibliothèques sur HubSpot qui poserait problème. A priori, moi, j'ai jamais entendu de problème là-dessus. Je pense pas que ce soit trop compliqué. Il y a même des CMS qui proposent directement des petits plugins pour déployer Google Optimize. Je vais continuer sur la présentation parce qu'on est vraiment juste sur le timing.
Je vais revenir dessus. Alors, maintenant, parlons un tout petit peu des résultats des tests. Évidemment, vous avez une petite interface de reporting. Vous voyez que c'est dans l'onglet création de rapport, hein, le deuxième onglet qui est là. Lorsque vous ouvrez une expérience, vous pouvez aller là-dessus une fois qu'elle est lancée. Si elle n'est pas lancée, vous n'avez rien. Vous voyez que dans l'interface de reporting d'Optimize, vous retrouvez vos différentes variantes. Donc ma variante d'origine, variante 1, et puis vous avez quelques données, les données Google Analytics, et vous avez l'analyse qu'Optimize en a faite. En l'occurrence, vous voyez qu'Optimize, il me donne d'ailleurs un résultat, il me dit, bah voilà, l'expérience en question, elle n'a pas donné de fruit parce qu'il n'y a aucune variante qui a montré des résultats plus intéressants. Et vous avez un petit pourcentage ici, hein, que j'ai encadré, de 77%, qui veut dire qu'en fait, cette variante, la probabilité pour que qu'elle soit meilleure que mon origine, elle est de 77%. Ça veut dire que dans 23% des cas, je suis pas sûr, hein, il y a 23% de chances pour qu'en réalité, non, elle soit pas meilleure. Donc c'est embêtant, vous voyez que 23%, c'est quand même assez, c'est beaucoup, hein, finalement, comme doute, et on ne peut pas vraiment certifier que ce qu'on a fait là est bien plus intéressant. Évidemment, ce cas-là, on va le travailler grâce à l'évaluation de la durée. Normalement, on a estimé la durée. On ne peut pas toujours tout estimer, parce que sinon, on saurait déjà le résultat du test quelque part. Mais on peut au moins se faire une idée de la durée d'un test et éviter d'entreprendre des tests qui donnent ce résultat-là. Donc là, j'ai un autre exemple où là, pour le coup, j'ai bien un cas, vous voyez, où carrément, il me dit à 100%, la variante 1, c'est sûr que c'est la variante optimale. Donc dans ce test-là, vous voyez que l'indicateur que je regarde ici, c'est les pages vues, le nombre de pages vues de mes utilisateurs, donc pages vues par utilisateur. Et je vais avoir en fait une version, la variante 1, qui est bien plus efficace que l'autre. Parfois, vous avez quand même des tests négatifs. Ça, c'est important. C'est-à-dire que parfois, c'est la version d'origine qui est plus performante. Là, j'ai un cas où à 97%, je suis sûr que ma version d'origine, en réalité, elle est plus efficace. Ces tests-là, ils sont très intéressants. En réalité, c'est souvent ces tests-là qui nous apportent le plus d'enseignements. Donc, c'est très important d'aller comprendre, d'aller analyser un petit peu, on va voir comment, pour en tirer des fruits. Je suis désolé, je dépasse un tout petit peu sur le timing, mais j'en ai encore pour 2 minutes. Donc voilà, ça c'est un point important. Et en réalité, généralement, c'est là où on apprend le plus de choses, c'est quand on est surpris par le résultat du test et qu'on a en fait un test qui ne montre pas de bons résultats. En bas de l'interface de reporting, vous avez en fait une courbe, c'est-à-dire que vous pouvez suivre l'évolution des performances. Et vous voyez que ce qui est intéressant dans le test que je vous montre là, c'est que la variante est finalement plus intéressante que l'origine, hein, sur la base de mon indicateur page views, hein, le nombre de pages vues. Sauf que vous voyez qu'au début, en fait, hein, ça c'est ma courbe variante 1 versus l'origine, elle était en dessous. Hein, elle avait des résultats moins bons. Ben, l'algorithme d'Optimize, il est capable aussi de vérifier que cette information-là, elle est significative ou pas. C'est-à-dire, est-ce que véritablement, les premiers résultats que j'avais là sont représentatifs de la réalité? C'est-à-dire, est-ce que jusqu'à la fin des temps, cette variante, elle sera moins bonne que la version d'origine? En l'occurrence, Optimize n'a pas décrété que c'était le cas. Il n'y avait pas assez d'informations pour dire c'est effectivement l'origine qui est la meilleure. Et en réalité, vous voyez bien qu'il a bien fait parce que à la fin, quand on regarde dans le temps, c'est bien ma variante qui est plus efficace. Vous avez des petites notifications par email pour être averti quand vous avez des résultats significatifs. Donc ça, c'est juste un petit toggle, hein, à faire dans l'interface d'Optimize. Pour finir très rapidement, je ne vais pas détailler ces slides-là parce que j'ai plus le temps. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, d'utiliser Google Analytics. Vous retrouvez les données d'expérience et toutes les données que Google Analytics est capable de fournir dans l'interface. Donc vous avez un rapport dédié qui est là. Vous pouvez utiliser des segments d'utilisateurs. Et vous voyez que par exemple, sur la même expérience que je vous montrais tout à l'heure, hein, et bien là, j'ai un segment New Users, donc les utilisateurs qui découvraient mon site. Et bien là, c'est l'inverse. J'ai une version d'origine qui est un tout petit peu plus efficace en nombre de pages vues par session que ma variante. Donc vous voyez que la segmentation, ça apporte une valeur ajoutée parce qu'en réalité, sur les tests, vous avez parfois un comportement où quand vous regardez au global, vous faites un constat donné, mais quand vous regardez selon les cas, eh bien finalement, ce n'est pas exactement les mêmes résultats. On avait le cas sur un test où en réalité, en évaluant par device, on se rendait compte que sur desktop,
la variante était beaucoup moins efficace, alors que sur mobile, elle était beaucoup plus. Donc il faut bien regarder ces différents segments. Vous pouvez aussi utiliser en fait des dimensions natives dans les rapports personnalisés ou custom reports dans GA. Et puis vous pouvez utiliser, si vous avez Google Analytics 360, vous avez ici cette interface qui s'appelle Analysis, qui permet de faire des analyses avancées et qui est disponible aussi d'ailleurs dans la V2 de Google Analytics, hein, qui s'appelle AWP. Et vous avez voilà, vous retrouvez en fait des dimensions. Donc ici, vous avez l'ID de l'expérience, l'ID de la variante présentée, et vous pouvez utiliser les indicateurs que vous souhaitez dans Google Analytics, utiliser des comparaisons de segments, etc. Donc en résumé, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire que l'A/B testing, ça sert vraiment à répondre à cette question du pourquoi. Donc ça sert vraiment à comprendre. Pour comprendre des choses, pour répondre à ce besoin-là, il faut bien définir les objectifs des expériences, s'appuyer sur les analyses, donc, être rationnel, hein, s'appuyer bien sur les analyses en amont pour éviter de faire des tests inutiles ou sans résultat. Et puis à la fin, quand on va analyser, vous voyez que c'est important d'aller finement dans l'analyse et de regarder différents segments pour dégager davantage de valeur et mieux comprendre le comportement des utilisateurs. Voilà, je suis désolé, j'ai plus le temps pour prendre d'autres questions. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs, c'est vous pouvez répondre à notre petit formulaire en ligne. Normalement, on vous l'a passé via le live chat et il est normalement dans la description de YouTube Live. Tout simplement, ce formulaire, vous pouvez nous laisser votre adresse mail et on vous enverra la présentation. Et puis, vous pourrez nous poser éventuellement des questions si vous le souhaitez par la suite. On vous remercie beaucoup. Et on a un petit webinaire d'ailleurs la semaine prochaine, si vous voulez, à 10h dans 15 jours, excusez-moi, à 10h le 30 avril, sur la nouvelle version de Google Analytics, si ça vous intéresse. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, désolé d'avoir dépassé sur le temps. Très bonne journée à vous.